Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Vous êtes sur l'épisode 2 d'une série d'épisodes avec Jean-Damien et Landry, les chercheurs en physique quantique à Polytechnique. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je vous invite à y aller via votre application de podcast. Et si vous êtes au bon endroit, je vous souhaite une très bonne écoute. Les gens vont souvent le dire, c'est incroyable, vous êtes super différents, pourquoi vous êtes potes? En termes de loisirs, on faisait à peu près tout ensemble et on aimait tout pareil, quoi. Et on n'est pas là pour rien, puisqu'on est avec un super binôme, Jean-Damien et Landry. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le même boulot dans la même équipe ? Le fait qu'on parte sur le même domaine, on en a déjà un petit peu parlé, je dirais qu'il y a un mélange de hasard et probablement d'influence, mais moi je mettrais le hasard qui est une couche vraiment très très grosse. Pourquoi on s'intéresse un peu précisément au même truc au bout d'un moment, c'est... Voilà. Maintenant, comment on fait le même boulot ici, etc. Là, il y a une histoire de vie absolument dingue. C'est-à-dire que on a le même âge, même si t'es un an plus jeune, mais j'ai dit, il a sauté une classe, donc on a le même âge scolaire, c'est vrai. Et donc on arrive sur le marché du travail, on va dire, tu sais, quand tu es en sciences, tu fais une thèse, 1, 2 post-doctorat, et ensuite tu cherches un job permanent. Ouais. Et c'est compétitif, c'est difficile, et même quand tu as fait une bonne thèse, des bons post-docs, c'est pas évident. Et là, on arrive à peu près au même moment sur le marché du travail. D'ailleurs, ton papa disait tout le temps, ça poserait un problème à un moment, vous serez en compétition sur des postes. Ouais, ça, j'ai complètement oublié. Tu vois, on efface des trucs. Hein. Et en fait, ça n'a pas posé de problème et il y a un truc magique qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture de poste un peu venue de nulle part à l'école polytechnique, alors que, historiquement, il n'y avait pas du tout la science qu'on fait ici. Donc D'accord. Jamais on s'est projeté de dire... alors JD encore moins peut-être, mais pour moi, c'était l'endroit où j'ai fait mes études, mais je connaissais aucun chercheur ici, si tu veux. C'était pas mon domaine scientifique. Et là, il y a une ouverture de poste estampillée physique des dispositifs quantiques, où on peut vraiment émarger. C'était très vague, ouais. On rentrait à peu près dans le cadre. C'était un poste, du coup. Hein. Et il y avait un poste annoncé, ouais. Et idéalement, ils cherchaient à recruter quelqu'un de semi-senior, idéalement la cinquantaine, qui aurait un prix Nobel bientôt. Genre, ils auraient bien aimé recruter Michel Dévoré, qui vient d'avoir le prix Nobel à l'époque. Mais ils n'avaient pas les moyens pour recruter non plus des stars énormes. Puis il faut convaincre, hein, c'est pas évident. Et donc, nous, on a tous les deux vent de cette ouverture de poste. Et donc, on nous dit, notre entourage professionnel nous dit, il faut candidater, allez-y. Et là, il y a Christian Urbina, mon directeur de thèse, qui est un grand sage, qui dit, en gros, en substance, pourquoi candidater séparément ? Faites une candidature jointe. Un truc jamais vu. Que j'ai jamais entendu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous rencontrer. Parce que j'ai jamais entendu ça oui, parce avant. Que ça n'est jamais fait. Donc c'est du jamais vu, c'est complètement, ça sort complètement du cadre. Et Christian, pourquoi il pense à ça ? Parce que lui, avant tout, il dit, ok, certes, c'est important d'avoir un poste et tout ça, mais le truc qui est important, c'est qu'une fois que tu es recruté, il faut que ça se passe bien. Et c'est difficile, en fait, de construire un groupe. Lui, il a construit le groupe Quantronic avec Daniel Estève et Michel Dévoré de 0. Donc c'est un cas très rare, mais ils ont fait ça. Et il dit, s'il y en a un qui est recruté un jeune dans un cadre comme ça va être la galère, hein. Ça va être pas facile de démarrer tout seul, comme ça, sans environnement scientifique, sans rien. Et il se dit, vous serez vraiment pas trop de deux. Donc si l'X, ils ont les moyens de leurs ambitions, allez-y. Et donc nous, on avait déjà un peu avancé dans l'écriture de nos projets. Et donc en gros, on propose chacun un projet. Et sur la page titre de chacun de nos projets, on met un encadré avec marqué en gros, je dépose un projet indépendant, mais mon projet est en synergie totale avec mon collègue nanana. Et si vous avez vraiment les moyens de vos ambitions, embauchez-nous tous les deux parce qu'on sera trop de deux pour s'attaquer à cette montagne. Alors moi j'ai une question directe, je trouve ça génial ce que vous avez fait. Et j'ai une question directe, c'est est-ce que ça a marché à l'écrit ou est-ce qu'il a fallu que vous convainquiez à l'oral derrière ? Les deux. C'est notre partie marrante de l'histoire. Vas-y, tu fais la suite. Vas-y. La suite ? Après, il se passe beaucoup de choses avant la fin, mais... Non, mais déjà, l'écrit, on est sélectionné. Mais déjà, effectivement, donc l'écrit, on est sélectionné, donc on fait cette première page. Il me semble qu'on avait peut-être rajouté aussi une petite partie commune en plus dans le projet. Enfin, il y avait C'était relativement cosmétique, mais c'était très ferme parce que c'était sur la première page. Bref, donc on tente ce truc-là. Honnêtement, je crois que ni l'un ni l'autre, on y croit vraiment. C'était une idée quand même très saugrenue. Personne n'a jamais fait ça. C'est vraiment pas dans le cadre. Quand il y a un poste, il y a un poste. Et quand Christian, alors je sais pas quand toi il t'en avait parlé, moi il m'en avait parlé à un pot de thèse. Je sais qu'il m'avait dit ça et j'avais trouvé ça
super rigolo, mais j'avais pas du tout pris au sérieux. Mais bref, on pose quand même ce dossier à deux, ça nous amuse. Et puis, il y a une évaluation des dossiers et il y a un écrémage. Je crois que c'est à ce moment-là. À l'époque, j'étais postdoc au Collège de France. Dans le jury, il y avait Antoine Georges, professeur au Collège de France. C'est quelqu'un de très, très charismatique avec une gouaille pas possible, donc c'est assez rigolo. Et je crois que c'est là qu'il me convoque un moment dans son bureau en me disant ah là là, bon, pareil, là, il y a des mots que je peux pas dire. Mais en gros, vous êtes sacrément courageux. Il le dit pas comme ça. Votre candidature, là, il fallait vraiment en avoir, en gros, il dit, pour faire ça. Ce que vous avez fait. Et ça a attiré l'attention du jury. Voilà. Donc, voilà, il donne quelques infos, mais il fait bon, a priori, par contre, vous êtes un peu jeune pour le profil, donc ça devrait pas aller au bout, mais en tout cas, sachez que ça a été remarqué. Et, voilà. Et donc, le processus se poursuit. On est convoqué. Alors, une première fois pour donner des séminaires. Enfin, moi, je donne un séminaire à l'IX, je crois. Toi, je sais pas comment ça se passe. Si aussi, donne un séminaire à l'IX. Et je suis reconvoqué à nouveau par Antoine dans son bureau, qui me dit j'ai une bonne nouvelle. Alors, vous n'avez pas le poste, mais vous avez vraiment marqué les esprits avec cette candidature. Donc, on a proposé à la direction de l'IX un candidat qui devrait être recruté, qui est classé numéro 1. Mais on a dit il y a aussi cette candidature avec 2 jeunes chercheurs qui propose quelque chose de très prometteur qu'on vous conseille de considérer. Finalement, on est convoqué à nouveau. Après, ça part dans les mains de la direction, voilà. si tu veux, ou c'est à une autre échelle décisionnaire. C'est pas uniquement des scientifiques qui vont analyser scientifiquement ton dossier, mais ils sont aussi sur l'aspect stratégique. Il y avait un président à l'IX à l'époque. Mais ça passe un peu... il y a des gens avec des costumes au bout d'un moment qui commencent à se pencher sur le sujet, si tu veux. C'est plus juste des chercheurs. Et donc, on reçoit une convocation des gens en costume et on nous demande de faire une présentation, un peu sous forme d'entretien d'embauche, où on présente un pitch du projet et aussi qu'est-ce qu'on veut pour faire ce projet, quels sont les moyens. Et là, c'est la première fois où on présente à 2 pour de vrai. Et c'est ça. Et en fait, c'est pas clair parce qu'ils précisent pas qui présente, comment. Et du coup, on se dit, on va faire la présentation à 2. Et c'est un moment assez charnière parce qu'on fait beaucoup de présentations à 2 maintenant. C'est devenu un peu l'acte de naissance. C'est un peu une signature d'une pratique très étrange qu'on fait maintenant. Moi, je trouve pas ça particulièrement étrange. Pourquoi vous dites que c'est étrange ? On t'en dira quelques mots, mais par exemple, on enseigne des cours à 2 et on est les seuls à faire ça. On fait des cours en amphi, on est tous les 2 sur scène et on se passe la parole. J'adore. Et donc, mais là, c'est la naissance de ça. On prépare une présentation et avec Landry... Pas du tout une présentation scientifique comme d'habitude, c'est une présentation à un tout autre niveau qu'on n'a jamais fait. C'est une présentation plus entrepreneuriale. C'est l'ambition, Exactement. quelle est l'ambition du projet, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens. Et on prépare ça, d'ailleurs, si je me souviens bien, dans la cave de tes parents. On est à Sèvres, au sous-sol. Au 5 rue Benoît. Est-ce que c'est toujours la même maison, la maison de ton enfance ? Toujours, et JD aussi. Et il y a ma femme, Johanna, qui dit « Mettez une carte du monde, vous mettez les grandes universités qui font ce que vous faites, et vous dites l'IX n'est pas sur la carte du monde, on veut la mettre. » Oh, wow. Et c'est ça marché. On l'a vraiment fait. On l'a vraiment dit. Merci, Johanna. On l'a vraiment fait. Et donc, on prépare ça. Et puis, on se dit, il faut en envoyer plein la vue. Et donc, on dit, on va dérouler, quoi. Donc, on propose un projet méga ambitieux pour lesquels il faut beaucoup de moyens. Et donc, on demande beaucoup de moyens. Et on met même des plans en 3D. On remercie Benjamin Huard, notre collègue à l'ENS Lyon, qui nous a prêté des plans 3D qu'il avait fait de son labo parce qu'il était en train de déménager à l'ENS Lyon. On leur montre ça, ils font « Ah ouais, vous êtes sérieux là ?» Non, il n'a pas dit ça, c'était Benoît Deveau. Et donc, c'était après la présentation, ça, il nous a regardé, il nous a fait... en parlant des plans, il a dit « Vous êtes gonflés quand même. » Parce que là, on imposait presque une vision. Mais bon, bref, et donc on fait cette présentation. Et il y a pas mal d'impro, en fait. On savait à peu près qu'on voulait se passer la parole régulièrement. Et on le fait. Et on est assez joyeux parce que c'est un cadre marrant. On n'est pas du tout stressé, il me semble. Ce qui, pour moi, est très rare quand je fais une présentation. Et on se passe la balle en présentant. Et c'est ultra dynamique. Ça marche super bien. C'était super, quoi. Moi, franchement, pendant l'impression, je me disais, c'est trop cool, ça fait trop envie. Et donc, on fait la présentation et ça se passe très bien. Et ils ont l'air très contents. Ils ont l'air vraiment contents. Et à la fin de la présentation, ils sous-entendent fortement que, il y a moyen, quoi. Que ça va passer. Ce qui est une surprise pour nous parce que jusqu'à maintenant, on nous avait dit, c'est pas bon. Et on va prendre quelqu'un d'autre. Vous étiez venu à la présentation un peu comme ça. On l'a fait, quoi. Voilà. Et en fait, on attend et là, on reçoit une nouvelle convocation. Et là, c'est avec le président. Et on leur dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Il fait, refaites comme la dernière fois, c'était bien. La même présentation. Et donc, on revient dans la même salle. Il y avait les mêmes personnes. Benoît Deveau, Franck Paccard. Mais en plus, il y avait Jacques Biot, qui était le président du coup de Polytechnique.
On fait exactement la même Vous chose. passez exactement la parole au même moment? Ah non. Non, Ok. c'était Non, complètement bien sûr que improvisé. non, mais c'est- Des fois, c'est calibré ce qu'on fait, mais là, c'était vraiment improvisé. Puis en plus, là, on l'avait déjà fait, on était assez à l'aise. Et puis là, il est complètement fan et puis il nous dit cette phrase très rigolote, c'est « Il y a un esprit start-up en vous, j'aime ça Il dit, moi, T'es d'accord avec ça? Tu penses qu'il y a un esprit start-up en ». vous? Bah, je sais. En tout cas, c'est pas le mode standard, si tu veux, de lancer des projets de recherche. Donc peut-être, oui, il y avait ce côté-là, il y a effectivement start-up de recherche. Après, je sais pas si on aurait voulu faire une start-up. Mais, nous, ça nous passait pas par la tête, on connaissait pas le monde des startups très bien. C'était Et, il y a 8-9 ans, tu m'as c'était en dit? 2017. 2017, Emmanuel Macron est arrivé à quelle année au pouvoir? Oh là là. La Startup Nation, c'était à la Est-ce qu'on mode était à déjà à l'époque. Startup Nation? Ouais, C'était je à la pense mode que en tout c'était cas. le début, ouais. Ouais. Bah, Je dirais Jacques Biot, 2015, il venait de- 2015-2016, un truc comme ça. Ouais, donc, alors ça correspond. Mm. Et oui, il avait dit, moi je viens de la biotech et vous avez vraiment cet esprit start-up que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on se disait, ça sent bon quand même. Pareil, là on repart, on sait pas trop. Quand même, Landry, justement, ça c'était génial, qui a toujours pas mal de culot, qui commence à négocier notre salaire avec la direction Génial. de l'X, alors qu'on n'a pas encore le Génial. poste. Non, mais je trouve ça génial. Qui leur dit bah voilà, mais là, si vous nous embauchez, c'est quand même un projet un peu exceptionnel. Il faudrait qu'on gagne quelques échelons. Ce qui a marché d'ailleurs, on a Ouais, ça a gagné marché. un échelon. Voilà. 2-2, je crois. Et on reçoit un mail peu de temps après de Benoît Deveau qui nous dit c'est bon, je vous offre 2 postes maître de conférence à Polytechnique et je vous donne 1 million. 1 million d'euros pour créer le laboratoire Wow. de circuit quantique Alix. Truc de malade. Et Vous avez c'est, fêté ça, j'imagine. on a fêté ça. Moi, j'ai eu des frissons quand j'ai eu ce mail-là. Et là, franchement, je sais pas ce que ressentait Landry, parce que c'était pas évident. Mais moi, j'étais sur un nuage en permanence. Il y avait plus de soucis. La vie était extraordinaire. Alors qu'en fait, c'est le début d'une très grande aventure nouvelle. Mais ouais, c'était un accomplissement incroyable. Et on était vraiment méga heureux. Mhm. Et donc, bah, tu vois, en fait, il y avait pas mal de hasards. Mm, qui ont amené à c'est tout ça. incroyable comme histoire, je trouve. Comment tu t'es senti, toi, quand tu as eu la nouvelle? Le futur se clarifiait. JD les plus enthousiastes, de manière déraisonnable que moi pour ce genre de choses. Contrôle-moi mes émotions. Moi, j'ai toujours tendance un peu à... Je suis quelqu'un de très optimiste, mais sur les choses comme ça, pour toutes les choses où je dis, bah, on verra bien, ça sert à rien de... Je me souviens très Tu bien. vois, Ça, j'avais oublié. le temps, Je je sais qu'après, je lui dis c'est incroyable, Landry, tu te rends compte? Il Moi, m'a je dit- disais, on n'a pas Il m'a dit, signé. attends, on n'a pas signé les contrats. Ouais. On avait un mail qui nous disait que vous avez 2 postes, et effectivement, on n'avait pas encore signé. Mm. Il m'a dit, tant qu'on n'a pas signé, je suis méfiant. Et Ouais, en fait, ouais. ça, c'est des aspects que Landry, je connaissais moins. Et il est vraiment comme ça, en fait. Il est très... Mais c'est pour les trucs sérieux, tu vois. Par exemple, pour les bébés, c'est pareil. Quand on attendait les enfants sur les différentes étapes, de dire à partir de quand on peut vraiment se relaxer et dire là, Mm. on est sur les bons rails, on peut être heureux. Je me souviens, à l'écho des 6 mois pour Kezia à Boston, j'avais demandé à la gynéco, ça y est, est-ce qu'on peut être heureux? Et elle avait fait, mais bien sûr, monsieur, vous pouvez être heureux, tu vois. Donc, ouais, one thing at a time, tu T'as vois. combien d'enfants? 2. Ok. Et t'as d'ailleurs- des enfants? J'ai 2 enfants Ok, aussi. quand ouais. Et d'ailleurs- Vous avez eu vos enfants en même temps? Excuse-moi, je te Alors, coupe, mais c'est Non, une non. très bonne question. Mais on en va y parlera revenir. après, ok. Ouais. Mais d'ailleurs, au moment... Donc, tu me dis comment je me sens, ça clarifie le futur. Et il y a aussi ça, c'est que moi, je suis rentré des États-Unis, en gros, pile à ce moment-là. Je rentre des États-Unis en mai-juin. Et je candidate à ce poste-là. Et je l'ai. Et donc, du coup, bah, ça s'enchaîne si tu veux. Mais il y avait un peu des incertitudes sur le futur. Il y avait une possibilité que j'aille faire un poste permanent chercheur CNRS à Lyon. Donc, un avenir complètement différent, tu vois, en termes de projection, avec Benjamin, justement, le Benjamin Vert dont on parlait tout à l'heure. Pour Johanna, ça aurait eu des conséquences parce qu'elle avait un super poste CDI en banlieue parisienne. Et donc, elle était la plus heureuse du monde. Notre futur se précisait ici, près de la maison, près de la maison de ma maman, à Sèvres aussi, qu'on voyait pas d'un très bon œil à la base. Et finalement, c'est super de l'avoir pour les enfants et pour elle et tout ça. Et donc, voilà, tout se clarifiait et c'était ça. J'étais zéro inquiet, par exemple, tu vois, de se dire... on a eu un enfant avant d'avoir un poste permanent. JD, par exemple, il a eu plus besoin d'attendre. Alors, c'est peut-être pas la seule raison, mais on a souvent des collègues qui disent « je vais attendre d'avoir un poste permanent ». Moi, j'étais très confiant que de toute façon, j'aurais un truc qui se passerait bien et on verra quoi. Donc, j'avais pas peur du futur, si tu veux. Mais je savais pas ce serait quoi le futur. Mais malgré tout, savoir maintenant, projeter qu'est-ce que ça allait être, faire la famille à cet endroit-là, clairement identifié, c'était très rassurant et puis c'était très joyeux, quoi. C'était incroyable. Puis j'allais être avec JD, on allait travailler ensemble. Mais c'est quand même, C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est Enfin, fou. c'est vraiment Et fou. cette histoire est devenue légendaire, c'est-à-dire que, je veux dire, dans notre domaine, les gens en parlaient. les gens en parlent, en ont parlé, et les gens en parlent encore maintenant, et les nouvelles générations, ils disent, j'ai appris votre histoire, c'est un truc de malade, et à chaque fois, les gens, tout le monde tombe des nues, quoi. C'est un truc,
Et ça s'est pas reproduit. On n'a pas d'autres exemples, en fait, en tout cas dans la recherche, où il y a une embauche comme ça. Dans la recherche, j'en ai jamais entendu parler. C'est très, voilà, c'est rare ici. J'avais une question. Donc, vous avez tous les deux enfants. Est-ce que, comme pour tout le reste, vous avez genre 1 an d'écart sur les enfants? Est-ce que vos enfants grandissent ensemble? Enfin, c'est quoi? Est-ce que vous transmettez le truc du coup sur la génération d'après? Non, alors il y a un point qui est vraiment rigolo quand même. Je raconte parce que vos enfants ont le même prénom, non? Donc Landry, il avait déjà un fils, Kezia, et donc on démarre ici le labo. Et moi de mon côté, voilà, avec ma femme Cécile, elle tombe enceinte, quoi. On va avoir un enfant. Et ça s'annonce pas tout de suite. Hein. La tradition, c'est que on attend un petit peu. Mais mine de rien, la grossesse démarre. Ça affecte un peu nos vies. Mais je voulais pas dire à Landry, Cécile est enceinte, c'était trop tôt. Ah ouais. Et arrive un moment, Landry me dit, faut que je voudrais t'annoncer un truc. Johanna est enceinte. Je vais avoir un deuxième fils. Et là, je bloque complètement parce que c'était toi qui devais lui dire ça. Enceinte, et j'allais l'annoncer à Landry 2 semaines plus tard. Et je sais pas comment réagir parce que j'ai envie de lui dire, tu te fous de moi, c'est pas possible. Mais je peux rien dire parce que il faut attendre, voilà. Et je pense que probablement Landry a trouvé ma réaction peut-être un peu froide, je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas j'étais un peu. Tu lui as pas dit à ce J'étais moment-là? quoi? Non, j'ai pas dit. T'es sûr? Ah ouais. Non, je te l'ai pas dit. Okay. Je te l'ai pas dit. Mais il a vu quelque chose de bizarre. Et du coup, j'ai attendu 2 semaines. Je lui annonce en lui disant, écoute, voilà, je peux te le dire, Cécile est enceinte. Et il m'a dit, mais j'en étais sûr. Il m'a dit, là, avec vos petites promenades le soir, parce que je lui disais qu'on faisait des petites promenades le soir encore, pour que Cécile se sente mieux. Mais je lui disais pas pourquoi. Et il m'a dit, vos petites promenades, c'est ça. Et il m'a dit, ah mais oui, mais quand je te l'ai annoncé, j'ai vu qu'il y avait un truc bizarre aussi. Voilà. Et donc, on se retrouvait. Et donc, ce qui est marrant, c'est que il y a des situations, j'ai plus d'exemples précis, mais on a dit à des gens, avec Landry, on va avoir un enfant. Et il disait non, vous me charriez, c'est pas possible. Voilà, et donc il y a des situations comme ça. Et puis surtout, on a envoyé du coup un mail un petit peu à nos connaissances, à nos collègues qui sont un peu les mêmes personnes. Et on a envoyé un mail presque en même temps. On disait voilà, je vous annonce que je vais avoir un enfant. Et donc les gens ont fait les 2 mails. Et non, mais là. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'ils adorent? Donc il y avait vraiment un truc très drôle là-dessus, quoi. Ah, c'est génial. Et c'était des enfants différents. Ils ont 2 semaines d'écart, Enki, et moi c'était mon premier enfant, Clémence, ma fille, qui est fantastique. Et après, moi j'ai eu un fils, Nathan, 2 ans après. D'accord. Voilà. Et quand Johanna fait le test de grossesse positive pour Kezia et qu'on est à Boston, t'es en visite chez nous. Ouais, et on toujours des connexions. Et on te le dit pas. Je suis parrain de Clémence et JD est parrain de Enki. Voilà. Vous habitez pas loin du coup l'un de l'autre? Pas très loin, non, mais JD est à Paris et moi je suis à Chaville, en Seine. Mais on va régulièrement manger. On se voit très régulièrement. André et Johanna. Oui, ça a été un des gros problèmes de travailler ensemble, j'ai trouvé, c'est que du coup, comme on se voit tous les jours, moi j'avais peur de me dire, est-ce qu'on va avoir moins envie de se voir dans le contexte extérieur et perso, parce qu'on s'épuise déjà un peu à être tout le temps l'un avec l'autre. En fait, on continue à se voir et puis nos femmes, elles sont demandeuses aussi et on se voit très régulièrement. En fait, on coupe très régulièrement et puis finalement, on coupe assez bien. Et j'allais te poser la question, est-ce que vous arrivez du coup on parle pas de travail en fait. Quand on fait un dîner, nos 2 familles réunies, on parle jamais de physique. Ça peut nous arriver de mentionner pour faire l'animation une anecdote qui mentionne bureau, des collègues, voilà. Mais on parle jamais de physique. Et je pense que maintenant, avec le temps, on n'a pas envie aussi. Quand on se voit dans ce contexte-là, on n'a pas envie de parler de physique. Ça reste malgré tout un travail. Et c'est un travail qui a été très prenant. Et c'est chouette de faire des breaks quand même. Et de se parler d'autres choses parce qu'on a d'autres points communs en fait. On aime parler d'autres choses. Alors, vous avez fondé ce labo, vous l'avez mis en place, vous l'avez imaginé, vous l'avez créé. Comment vous fonctionnez ensemble? Donc, vous avez dit vous parlez tout le temps, vous parlez régulièrement. Sur la partie laboratoire, est-ce que vous avez une espèce de répartition des rôles où il y en a un qui fait plus quelque chose et l'autre plus autre chose? Est-ce que vous arrivez à dire ou est-ce que ça se fait un peu spontanément et avec des limites floues au final? Plutôt la version 2, moi je dirais. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle établie. Oui, ça se répartit spontanément, un peu selon les goûts. Aussi, premier servi, des fois il y a un truc à faire, voilà. Et en fait, je pense qu'on est complètement sous-optimal et que ça, on a certains jeunes dans l'équipe qui nous l'ont, peut-être, j'irais pas reproché, mais signifié. En fait, on fonctionne un peu par goût, c'est-à-dire que
on est content très souvent de faire des trucs ensemble où en fait la tâche la plus raisonnable, si on était dans une optimisation du temps, ça serait de dire bon écoute tu t'occupes de ça et c'est bon et moi je fais ça. Alors parfois on le fait parce que ça devient vital, on n'a pas le temps quoi. Mais il y a pas mal de fois où en fait on fait on va y aller tous les deux, c'est cool. Et en fait juste parce qu'on est content. Ouais, mais il y a le plaisir de travailler ensemble, Ouais, c'est c'est hyper ça. important au final. C'est vrai que souvent quand on a une tâche dont on va être en charge, on va beaucoup, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, aller chercher l'avis de l'autre. En disant, regarde, là, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et en fait, il y a pas mal d'exemples où ça devient du coup quelque chose qu'on fait à deux. Donc, En fait, je dirais que les corvées, les vraies corvées, on se les répartit. C'est quoi les corvées ? Des trucs qu'on doit faire et qui sont pas fun. Tu peux donner des exemples ? Il y en a plein. Des commandes, par exemple, un truc administratif, écrire un email en réponse à quelque chose qui n'est pas forcément très agréable ou un peu subtil. Un politique, truc, okay. Qui va pas nous animer intellectuellement, qui va pas... voilà, et donc parfois on se dit... Tu t'en charges ? Ou on dit, bon, je m'en charge, voilà. Je dirais qu'on est plutôt équitable dans l'ensemble sur ces trucs-là. Oui, quand on sent qu'il y en a un qui a fait beaucoup, on prend. Voilà. Quand on en a un petit peu marre, on dit à l'autre, là, c'est ton tour. Et c'est assez smooth parce que c'est des obligations qu'on assume sans problème. C'est notre métier, on adore ce qu'on fait, on a envie qu'il soit bien fait. Et si on sent que l'autre a pas envie, on se dit aussi, du coup, il risque de moins bien le faire, je vais m'en occuper, même si on se fait complètement confiance. On est content de s'aider, de se soulager. Et souvent, moi, j'aime bien commencer un truc et lui donner une espèce de forme brute et le filer à Landry. Parce qu'il est assez doué pour... faire la taille de précision. Il aime bien critiquer. il aime bien regarder en disant « Non, là, ça va pas du tout, regarde. » Et en fait, et c'est un exercice intellectuel qui est fatigant, en fait, de regarder son travail et de se dire qu'est-ce qui va pas. Donc moi, j'apprécie assez bien parce que souvent, je vais avoir effectivement une idée, en me disant « J'ai envie de faire ça, voilà. » Je me lance, je construis le truc. Et puis à un moment, ça devient fatigant, ça devient usant, comme toute les constructions. Et puis quand c'est tout seul dans ta tête, c'est toujours fatigant. Bien. Exactement. Et donc, souvent, la bonne étude dans ce cas-là, c'est de mettre son travail de côté pour revenir plus tard, pour avoir un regard frais. Mais là, j'ai un regard frais tout de suite. Et ça, j'aime bien. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a des fois où André me dit, tiens, regarde ça. Et c'est vrai qu'en fait, regarder le travail de quelqu'un d'autre, on voit tout de suite les défauts, c'est très efficace. Et donc, ça marche bien. On itère dessus et ça améliore. Et il y a une certaine efficacité dans le fait que on n'a pas peur de s'engueuler, entre guillemets. Et on va y venir, je pense. On peut se dire des choses très franchement et on s'engueule et ça n'a pas d'incidence, en fait, entre guillemets, sur notre relation parce qu'on l'a tellement fait. Avec d'autres gens, ça serait plus délicat. Quand on fait un truc, là, on faisait un examen, on écrivait un examen, je peux rien révéler, bien sûr, même si... même si ça sort en décembre. On va voir que c'est que le podcast est après. On sait jamais, tu pourrais balancer des infos. On était un peu dans ce schéma où j'avais fait un truc un peu brut. Et puis, le soir, j'ai dû partir. Je l'ai filé à Landry. Et il a poursuivi. Et c'était super. C'était des trucs on a fait géniaux. un truc bien, là. C'était vachement bien. Chouette. C'était un vrai travail à deux. Et du coup, il me disait, là, c'était quand même vraiment pas terrible. Du coup, j'ai rajouté ça, c'était manquant. Et ça m'énervait parce que je venais de le faire. Et je disais, non, mais Landry, c'est bon. Oui, c'est rigolo parce que moi, dans ma tête, quand je dis ça, c'est plutôt pour, tu vois, t'es d'accord que c'était pas terrible et que maintenant c'est mieux, pas pour dire il y a un jugement et t'as un mauvais point. T'es d'accord que là, on va vers le mieux, c'est ça la question. Et JD, au premier abord, un peu épidermique, qui fait je t'ai déjà répété plusieurs fois que j'ai fait ça vite et que c'est loin d'être parfait. La vérité, c'est qu'il cherche mon assentiment, mais comme on a cette conversation très franche, très directe, très fluide, j'ai pas de filtre. C'est-à-dire que ce serait une relation professionnelle pure. Je pourrais être vexé et dire non mais là j'en ai bien, tu te contrôles et puis tu réponds tranquillement oui, je pense que c'est une bonne remarque, mais là comme c'est Landry je lui dis t'exagères franchement, toujours à critiquer, t'es jamais content. C'est un vieux couple un peu. Mais voilà, et en fait le fait effectivement qu'on soit c'est presque on a une relation de famille en fait avec Landry, il y a pas de rupture possible. Oui, vous avez une confiance absolue dans la qualité de votre relation quoi. J'ai pas peur que Landry me fasse la tête parce que je me suis vexé. Voilà. Et lui non plus, il n'a pas peur de me dire un truc. Donc c'est vrai que c'est pratique. Et en fait, ça nous aide dans le travail, même si ce n'est pas le but premier d'une relation d'amis. Mais bon, voilà.
Et c'est quoi? Alors là, vous avez parlé d'un sujet, c'est un petit désaccord. Hein, enfin, moi, je le vis même pas comme un désaccord, le côté j'ai amélioré un truc, etc. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des sujets où vous êtes profondément pas d'accord, y compris des sujets théoriques sur lesquels vous avez une vision différente? Ou est-ce que, par exemple, enfin, je sais que je suis pas experte du tout en physique quantique, hein, vous m'excuserez si mes questions sont un peu basiques sur le sujet, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs interprétations possibles dans la physique quantique. Est-ce que vous avez des différences d'interprétation? Ouais, voilà. Est-ce que vous avez des différences d'interprétation où vous n'êtes pas d'accord ou Alors, c'est une question qu'on se pose peu parce que nous, on est vraiment des physiciens, on n'est pas des philosophes. Donc, je veux dire, la physique, elle est très claire. Enfin, très claire, il y a ces façons de parler, mais donc, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Mais après, je pense qu'on a une vision très similaire. C'est pas tellement que la physique est très claire, c'est que la démarche de la physique, elle est très claire. Et la démarche de la physique, c'est une démarche de pouvoir falsifier les théories et de pouvoir les mettre à l'épreuve et les tester. Souvent, dans la philosophie, on va discuter du sexe des anges sans avoir la moindre proposition de comment on pourrait tester en vrai. Donc on parle de choses qu'on ne peut pas tester. Après, tu parlais des désaccords, ça arrive qu'on discute au tableau ou qu'on discute en groupe avec les jeunes et qu'on soit pas, on voit pas la même chose à l'instant T, qu'on comprenne pas les choses pareillement et on le dit. Mais avec tout le monde si tu veux, parce que ça fait partie de la discussion scientifique pour avancer et éclaircir les choses, tu vois. Sur cet aspect-là, on n'a pas vraiment de relation privilégiée l'un à l'autre, je dirais. On aime bien discuter de physique avec tout le monde. Et alors, comme nous, on a un peu moins de filtres, ça va nous arriver peut-être de nous enflammer, par exemple, sur des discussions de physique. Mais ça va quand même. Mais c'est pas... En fait, c'est assez rare. C'est assez rare. Il y a conflit sur des désaccords à ce niveau-là. Et c'est quoi, du coup, tout à l'heure, tu as dit on s'engueule beaucoup. Ouais, mais c'est sa manière d'exagérer, ça. Peut-être que j'en fais trop. Je dirais qu'il y a plus... Non, il n'y a pas de grosse engueulade. Ça, j'ai rien en tête qui me vient de particulier. Okay. C'est plutôt une manière de communiquer qui est assez directe et franche, en fait. C'est des petites tensions. Non, parfois, il y a des petites tensions, il y a des choses. Il peut y avoir des choses, ça arrive. Tu penses à quoi, toi, Landry? Par exemple, ça arrive que je sois invité à des conférences et JT dit « Ah, t'es invité plus que moi ». Ce genre de choses. Et ça, il a un peu de peine par rapport à ça parfois. Et donc, on essaye de... C'est pas une tension, là. C'est dans l'envie. Voilà, mais, c'est pas de la tension. Par contre, c'est des discussions pas simples. Ouais, c'est jamais simple, ce genre de discussion. C'est clair. Voilà. En réalité, ça, c'est un sujet en fait, dont on discute pas. C'est plus un cri du cœur qui va sortir. C'est ça. Et puis, on n'en fait rien de particulier. Mais c'est bien qu'ils sortent. C'est une question que je me suis posée tout à l'heure, mais j'ai pas osé la verbaliser, donc je vais la verbaliser maintenant. Le milieu de la recherche, ça reste un milieu où il y a quand même un peu de compétition, parce que les places sont chères, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la compétition entre vous, sachant que vous êtes dans le même secteur? Je sais pas, elle est un peu compliquée cette question, mais vous êtes dans le même secteur, vous faites la même recherche, vous êtes au sein du même labo. Moi, du coup, j'ai l'impression qu'au contraire, il n'y a pas du tout de compétition et que vous êtes plutôt en mode on construit à deux, on fait tout à deux, etc. C'est quoi votre relation par rapport à la compétition, justement? Il y a plein de manières de répondre à cette question. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode et je vous laisse donc avec le suspense de la réponse à cette question. Si vous êtes habitué de ce podcast, vous savez que je fais toujours une recommandation en lien avec l'épisode. Il y a deux choses que je voudrais déjà souligner. C'est qu'à plusieurs moments dans ce podcast, j'ai pensé pendant l'enregistrement à des binômes que j'avais déjà rencontrés, notamment le binôme de Félicie et Marie-Ève par rapport à leur manière de faire des présentations à deux, et le binôme de Hugues et Bertrand par rapport à la manière de se passer les tâches quand ils en avaient marre de les traiter. Ça, c'était pour quelques références. Maintenant, je voudrais vous parler d'un podcast que j'ai beaucoup écouté au moment de l'enregistrement de cet épisode, et je suis sûre que ça m'a influencé dans la manière de poser des questions et de recevoir le témoignage de mes invités. Il s'agit du podcast Cerno par Julien Cerno-Bory. C'est un podcast qui parle d'une grande enquête criminelle française et pour être honnête avec vous, les podcasts de crime d'habitude c'est vraiment pas mon truc. Mais ce podcast m'a été très très chaudement recommandé et les gens qui l'ont fait avaient complètement raison. L'ambiance et la manière dont Julien Cerno-Bory interviewe les personnes qu'il rencontre changent absolument tout et permettent de passer un excellent moment. Je vous recommande donc ce podcast qui devrait vous prendre, si vous vous accrochez à l'hameçon, quelques heures voire quelques jours de votre vie à l'écouter. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous devrez attendre demain pour avoir la suite. Sinon, la suite se trouve déjà dans votre application de podcast et je vous invite à l'écouter dès que vous le souhaiterez. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à vous rendre sur la newsletter Substack qui est associée
à cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, je vous invite fortement à le soutenir à travers le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir le podcast, mais que vous en avez quand même envie, la meilleure manière, c'est de le partager et de le faire connaître autour de vous. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur certaines de vos applications d'écoute. Symbiose est un podcast autoproduit, dont la musique a été composée par Stella Jang et dont le logo a été fait par Héloïse Dorizoro. Un grand merci à toutes les deux. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite. Ah, c'est un peu ça. T'es comme ta mère. Déjà, c'est un peu, il y a un petit côté vieux couple. Mais bref, non, j'ai rien contre la maman de Landry qui est adorable. Tu vas avoir des problèmes là. C'est pas ça que je voulais dire du tout.